Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast du week-end by Kick Up Your Brand Agency. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'image et de la communication d'une entreprise. Donc, le marketing, le branding, les différentes stratégies pour son évolution ou encore son développement commercial. Et bien sûr, tout ça dans un esprit d'accompagnement et de partage. Mais commençons bien. Mes chers kickers. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Vanessa, je suis la fondatrice de Kick Up Your Brand Agency. J'accompagne les PME et les entrepreneurs à clarifier leur message, développer leur activité commerciale et structurer leur image, tant au niveau stratégique, sans chichi, mais avec beaucoup de cohérence. Et surtout, je suis donc la fondatrice du podcast dédié aux mamans entrepreneurs, Born to Hustle. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi tant de marques s'éteignent en silence. De nombreuses études marketing montrent qu'une grande majorité des marques n'ont pas de positionnement clair et pourraient malheureusement disparaître sans que le public ne s'en aperçoive, parce qu'elles ne parviennent pas à se différencier ou à rester mémorables. Elles s'éteignent doucement, silencieusement et souvent, le ou la fondatrice n'a pas su se rendre compte assez tôt des signes de dysfonctionnement ou à repousser l'échéance en espérant une amélioration grâce à des ventes ou des promotions exceptionnelles par exemple. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi ça arrive, comment repérer les signes avant-coureurs et surtout comment poser les bases d'une marque qui résiste et se distingue sans se perdre dans le bruit du marché. Alors pourquoi les marques s'éteignent ? Il y a malheureusement parfois une absence de vision claire. Une marque sans vision, elle devient opportuniste, car elle réagit aux tendances plutôt que d'avancer selon sa propre direction. Elle change trop de cap et elle finit par perdre la cohérence et en gros, elle n'a plus de personnalité. Et ce qui rend finalement le message flou pour le marché. Prenons un exemple. J'aime bien cet exemple parce que je suis totalement passionnée par la photographie. On va prendre l'exemple de Eastman Kodak Company, communément connue sous le nom de Kodak. Kodak, c'est une marque américaine qui a été fondée en 1888 à Rochester, dans l'État de New York, par George Eastman. C'est une marque qui, pendant des décennies, a dominé le marché mondial de la photographie. Son slogan, il était clair. C'était vraiment de rendre la photographie accessible à tous. Et Kodak ne vendait pas juste des pellicules finalement. La marque vendait clairement des souvenirs. Comment se créer des souvenirs. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Kodak a inventé le premier appareil photo numérique en 1975. Et oui, ils avaient clairement l'innovation entre leurs mains. Mais au lieu d'embrasser cette révolution, l'entreprise a choisi de protéger son business historique. Pourquoi ? Parce que c'était extrêmement rentable pour eux finalement. Et le modèle économique, il reposait sur la vente répétée de films, de développement et d'impression. Le numérique, à l'époque, menaçait directement cette rentabilité. Donc, résultat, Kodak a ralenti au niveau de sa transition digitale. Et pendant ce temps, des entreprises comme Canon ou Sony ont investi massivement dans le numérique. Et le marché, lui, n'a pas attendu. Les consommateurs ont changé leur habitude, la technologie, elle a évolué, et le digital, il est devenu la norme. Donc, Kodak n'a pas disparu finalement du jour au lendemain avec grand fracas. La marque s'est affaiblie progressivement. Elle a perdu sa position dominante de leader et elle a déposé le bilan en 2012 avant de se restructurer. Et aujourd'hui, Kodak existe toujours, attention, mais principalement en B2B, dans l'impression industrielle et certains services spécialisés. Elle n'est plus vraiment la marque iconique grand public comme elle l'était auparavant. Et ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas un problème de capacité d'innovation, c'est un problème de vision stratégique. Ils avaient la technologie, mais ils n'ont pas osé transformer leur modèle assez tôt. Et ça, c'est une leçon puissante finalement pour nous. Je vais parler et prendre un deuxième exemple. Vous connaissez donc les Virgin Megastore. Dans les années 90 et 2000, en tout cas pour ma génération, Virgin était une référence en France pour la musique, les DVD, les livres, les produits culturels. Les magasins, ils étaient immenses, modernes et vraiment extrêmement attractifs. Il y avait vraiment une expérience physique quand on entrait dans un Virgin Megastore. Mais la notoriété, elle était forte, la marque, elle était connue, le trafic, il était important. Mais le marché, encore une fois, change. Les téléchargements apparaissaient, le streaming arrivait, l'e-commerce explosait. Et là encore, la transformation n'a pas été suffisamment anticipée avec agilité. Le modèle reposait sur de grands magasins physiques avec des charges lourdes, loyer, stock, personnel. Et pendant ce temps, il y avait des plateformes digitales qui naissaient,
plus légère, plus flexible et qui prenait finalement le relais. Et la marque n'a pas réussi à redéfinir son rôle dans ce nouvel écosystème. Résultat, donc, redressement judiciaire, fermeture progressive des magasins en 2013 et perte de leadership. Virgin n'a pas disparu parce que c'était une marque inconnue, non, elle a disparu parce que son modèle n'était plus aligné avec les nouveaux comportements d'achat. Le marché, il n'a pas attendu encore une fois. Le vide laissé par Virgin a été pleinement absorbé par des enseignes par exemple comme Fnac Darty aujourd'hui, qui ont renforcé leur positionnement en intégrant massivement le e-commerce, les services, la billetterie ou des stratégies omnicanal solides. On a aussi Cultura par exemple, de son côté qui a misé sur une expérience en magasin, des ateliers créatifs ou encore une communauté engagée, tout en développant son digital. Et une grande partie des consommateurs a tout simplement migré vers le streaming aujourd'hui et l'achat en ligne. Autrement dit, mais Virgin n'a pas été remplacée par une seule marque. Elle a été dépassée par une transformation du marché qu'elle n'a pas su incarner à temps. Et c'est là une autre leçon clé. La notoriété, ça ne protège pas. Le passé ne garantit pas un avenir et ce qui protège une marque, c'est sa capacité d'adaptation stratégique. Ce que ces deux exemples nous apprennent, Kodak et Virgin n'étaient pas des petites entités, c'était pas des petites marques. Elles étaient pas du tout invisibles, bien au contraire. Et elles étaient pleinement compétentes. Elles étaient dominantes et avaient un fort leadership. Mais elles ont sous-estimé la vitesse de transformation du marché et ont trop longtemps protégé leur modèle existant. Et ça, c'est exactement ce qui peut arriver à une petite marque aujourd'hui, même à notre échelle. On s'accroche à ce qui fonctionne, on évite de remettre en question notre modèle, on repousse les décisions stratégiques, et pendant ce temps, le marché, lui, il évolue, il avance. Et il y a parfois aussi une confusion entre activité et identité. Je vois souvent ça chez les entrepreneurs que j'accompagne et la confusion, elle est pleinement là. Une activité, c'est quoi? C'est un mécanisme de vente. On vend un produit, on vend un service, on génère du chiffre. Mais une marque, c'est autre chose. Une marque, ça incarne pleinement votre vision, une mission, une personnalité, un univers. Elle crée une relation, la marque. Elle provoque une préférence, un sentiment, une émotion. Elle donne une raison d'acheter autre que le prix. On achète une histoire. Quand votre business il repose uniquement sur des promotions permanentes, des prix ajustés par rapport à la concurrence ou des offres juste pour essayer, alors vous ne construisez pas une marque, vous construisez une machine à vendre. Et une machine à vendre, ça fonctionne. Jusqu'au jour où quelqu'un vend moins cher ou plus vite, ou avec un budget marketing pleinement assumé et pleinement réfléchi. Une marque, elle ne se bat pas seulement pour le prix, elle se vend et elle se bat pour sa valeur perçue. Et sans identité forte, on devient interchangeable. Je vais reprendre encore un exemple simple ici. On va reprendre l'exemple de Toys R Us. Je pense que ça parle à beaucoup. Pendant des années, c'était la référence, vraiment la référence du jouet aux États-Unis. C'était un univers immense, coloré, presque magique finalement pour les enfants et même les adultes et les grands enfants que nous sommes aussi. Mais progressivement, l'entreprise a commencé à fonctionner davantage comme un distributeur plutôt qu'une marque expérientielle. Et le modèle était centré sur le volume et le prix. Les magasins, ils étaient immenses, coûteux et certainement lourds à maintenir. Donc pendant ce temps, le comportement d'achat, lui encore une fois, a changé. Les parents, ils préféraient acheter en ligne et la comparaison de prix, elle devenait instantanée. La logistique rapide, elle devenait la norme. Et des acteurs comme Amazon, par exemple, proposaient les mêmes produits, parfois moins chers, souvent plus pratiques. Et Toys R Us n'a pas su redéfinir ce rôle. Alors, était-ce juste un endroit où acheter des jouets ou un univers incontournable de l'enfance finalement? La marque n'a pas réussi à moderniser, selon moi, son expérience ni à s'adapter suffisamment rapidement au digital. Résultat, faillite en 2017. Et ce n'est pas parce que les gens n'aimaient plus les jouets, pas du tout. C'est parce que vendre des jouets à bas prix ne suffit pas à créer une préférence durable finalement. Prenons un autre exemple. Pixmania. Est-ce que ça vous parle? Au début des années 2000, Pixmania, c'était un géant du e-commerce français, notamment dans l'électronique et le multimédia. Croissance rapide, prix compétitif, large catalogue. Mais la proposition de valeur était essentiellement transactionnelle. Nous vendons moins cher. Or, quand votre positionnement est uniquement basé sur le prix, vous entrez dans une guerre permanente. Une guerre de prix est rarement gagnable sur le long terme, surtout face à des géants internationaux. Et le modèle, il manquait de différenciation forte. L'identité de marque n'était pas suffisamment incarnée et la relation client,
n'était pas du tout émotionnel. Résultat, rachat, restructuration et perte d'influence progressive. En gros, une marque sans identité, c'est comme un GPS sans destination. Tu avances, tu consommes du carburant, mais au final, tu sais même pas où tu vas. L'épuisement stratégique, ça ne vient pas d'un manque de talent. Il vient d'un manque de cadre. Quand la vision n'est pas claire, on crée dans l'urgence. On communique sous pression, on lance des offres parce qu'il faut faire quelque chose. On confond mouvement et progression. On poste beaucoup, on lance beaucoup, on change beaucoup, on construit peu finalement derrière. Et ce qui s'installe, insidieusement, c'est la fatigue. Pas seulement physique, mentale, mais surtout stratégique. On travaille énormément, mais l'impact y reste faible. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de système derrière. Il y a, je pense selon moi, 5 signes à analyser pour savoir qu'une marque est en danger. Je vais être transparente avec vous. Moi, je vais vous parler de ma première marque, Anaya. Et j'ai fondé cette marque grâce à ma fille qui m'a tellement inspirée. Ma fille qui s'appelle Ayana. Et Ayana, c'est Anaya à l'envers. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes appellent ma fille Anaya au lieu de Ayana. Je leur en veux pas. Et donc Ayana, elle piquait énormément mes sacs à main et autres accessoires du quotidien, mes chaussures, mes lunettes et autres. Vraiment, c'était une fille vraiment girly, elle est encore toujours aujourd'hui. Et on l'habillait souvent donc avec des pagnes, des robes ou des pantalons en pagne, des chemises en pagne. Et en la voyant souvent comme ça, en train de piquer mes affaires, j'ai eu ce déclic-là finalement. J'ai vu un combo du pagne avec des sacs à main, bagages, sacs à dos ou autre objet du quotidien. Et là, clairement, il m'est venu le slogan. La petite touche afro. Savoir comment adapter cette petite touche afro sur tous les objets du quotidien. Que ce soit, donc encore une fois, sur les sacs, les chaussures, les vêtements, même sur des mugs, sur des thermos, sur des calepins, tellement d'objets du quotidien qui vous accompagnent, des stylos et autres. Au début, j'étais pleinement portée par cet enthousiasme de création, les sacs, les pagnes. J'avais des retours tellement positifs. Premier consommateur, la famille, les amis, parce qu'il faut savoir d'abord déjà utiliser son premier réseau au passage pour faire connaître sa marque. Et ça a beaucoup fonctionné au bouche à oreille. J'ai ensuite construit mon site en ligne qui a fonctionné. Et voilà, je créais vraiment au début avec beaucoup d'enthousiasme. Puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à créer selon mes goûts, selon ce qui me faisait plaisir, selon mon inspiration du moment. J'ai commencé à voir moins de stratégie et à travailler de manière un petit peu plus fouillie. Je n'écoutais plus la réalité du marché et surtout, je m'étais totalement éloignée des bases, des fondations de la marque. C'est pourquoi je l'avais créée. Et fin décembre 2025, donc c'est récent, j'ai mis ma marque finalement en stand-by. Et ce n'est pas un échec. Même si c'est vrai qu'il y a eu un pincement au cœur de l'annoncer à mes clients et ceux qui portaient aussi le projet avec moi. Ça a été clairement un réveil stratégique, un déclic. J'ai compris que mon message finalement il n'était plus parfaitement aligné et que je commençais à manquer de structuration et de cohérence. Et finalement, ma niche elle n'était pas suffisamment claire. Et donc aussi à vouloir trop en faire, j'ai fini par diluer ce qui faisait la force de la marque. Et je pense qu'au final, l'apprentissage c'est que parfois le courage n'est pas d'insister, c'est de savoir s'arrêter pour mieux se recalibrer. Et selon moi, il y a 5 signaux d'alerte. Le premier, c'est que on change de message tous les 3 mois, même moins. Si on prend par exemple l'exemple de Gap, qui a été fondé en 1969 aux États-Unis, c'est devenu dans les années 90 une marque de référence mondiale du casual américain. Casual, tout dépend comment vous l'entendez, donc du casual américain. Et c'était vraiment les basiques intemporels, les jeans, les suites à logo, une simplicité vraiment efficace, quoi. Et la marque, elle incarnait pleinement l'Amérique, cool, accessible et universelle. Mais à partir des années 2000, le marché, encore une fois, a évolué. Ce fameux marché, cette fameuse évolution du marché. Il faut vraiment être aguerri dessus. Il faut vraiment être, selon moi, pleinement connecté au marché pour en suivre les tendances. Sans renier votre identité, mais pour comprendre comment le marché et les consommateurs parlent aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait face à tout ce qui est fast fashion, digital, nouvelles attentes générationnelles. Donc Gap, ils ont tenté plusieurs positionnements. Nouveau logo, changement d'identité visuelle, ajustement marketing fréquent. Et en 2010, la marque, elle change brutalement son logo. Avant de faire marche arrière quelques jours plus tard, face aux critiques. Résultat, confusion totale. Et quand une marque change trop vite, trop souvent, elle envoie un message implicite. Nous ne savons plus vraiment qui nous sommes.
Et lorsqu'une marque doute d'elle-même, le marché aussi. Alors, il faut pleinement de la cohérence pour être crédible. La stabilité, ça crée la confiance. En deuxième signe, on attire des clients qui ne nous ressemblent pas. Prenons l'exemple de Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch, c'est une marque qui a été fondée en 1892 et elle est devenue dans les années 2000 une marque iconique pour les adolescents américains. Image élitiste, sexy, exclusive. Le positionnement était clair, jeune, aspirant, cool et assumé. Mais ce positionnement, il était aussi finalement controversé. La marque, elle a été critiquée pour son manque d'inclusivité et son image trop fermée. Face aux critiques à l'évolution sociétale, Abercrombie tente d'élargir sa cible, plus inclusive, plus accessible et plus mainstream. Le problème, en cherchant à séduire tout le monde, la marque a temporairement perdu son ADN distinctif. Quand on modifie brutalement son positionnement, on déstabilise sa clientèle historique sans garantir l'attachement de la nouvelle. Je dirais que le troisième signe, c'est quand on communique aussi sans intention claire. Et communiquer sans cap, je vous apprends rien, c'est produire du bruit. Parlons par exemple de La Redoute qui est donc une marque française iconique qui était pleinement leader dans les commandes par correspondance, avec un catalogue fourni et clairement iconique. La transformation réussie de La Redoute, elle est venue d'ailleurs finalement d'un recentrage stratégique très clair. Digitalisation structurée, repositionnement plus premium et cohérence esthétique. La communication, elle doit être le prolongement d'une stratégie, pas juste une réaction à un algorithme. Le quatrième signe, c'est qu'on fixe ses prix uniquement en fonction des concurrents. Si on prend l'exemple de QuickBytes, connu aussi sous le nom de Quibi. Lancé en 2018 aux États-Unis, Quibi promet des streamings au format court, spécialement dédiés aux appareils mobiles. Des milliards levés, des stars hollywoodiennes qui apparaissent pour en faire la publicité, une campagne marketing massive. Mais le positionnement, il était flou. Le prix, ils étaient proches vraiment d'offres déjà bien établies. La proposition de valeur, elle n'était pas suffisamment différenciante face à des plateformes comme Netflix ou YouTube, par exemple. Quand le prix ne reflète pas une valeur unique, le client, il comprend pas pourquoi il devrait venir acheter chez vous. Résultat, fermeture 6 mois après le lancement. C'est waouh, c'est tellement rapide. Et en gros, il faut vraiment que le prix, il incarne une promesse et pas juste une comparaison. Et en dernier point, en cinquième point, je pense que c'est quand on travaille beaucoup mais qu'on construit peu. Reprenons l'exemple de Quibi ici. L'équipe, elle travaillait énormément, il y avait des budgets colossaux, les exécutions, elles étaient rapides. Mais le produit n'a pas créé d'habitude finalement. Or, une marque ne vit pas grâce à l'effort interne. Elle vit grâce à l'adoption externe. On peut dépenser des millions et manquer d'alignement. L'effort, encore une fois, il ne garantit pas la pertinence. La stratégie, oui. En tout cas, si vous vous reconnaissez, pas de panique. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes à un moment charnière. Et parfois, ce moment est précisément ce qui vous oblige de passer de l'énergie pleinement dépensée à une stratégie. Il faut pleinement clarifier son identité. Pour construire une marque forte, il faut savoir exactement qui nous sommes. Qu'est-ce qui nous rend unique? Quelle est notre histoire, nos valeurs? Il faut savoir ce que nous refusons aussi de faire. Par exemple, on peut décider de ne jamais céder à des promotions excessives ou de ne pas proposer des services hors cible, même si cela semble rentable sur le moment. Enfin, il est important de définir notre combat, c'est-à-dire la transformation que nous voulons apporter à nos clients. Quelles différences concrètes allons-nous créer dans leur vie ou dans leur business? Une marque qui prend position, elle attire les vrais clients et elle crée un lien durable. Il faut aussi savoir structurer son positionnement. Une fois l'identité claire, il faut définir pour qui précisément nous créons. Quelle niche, quel segment de marché ou quel persona ciblons-nous. Pourquoi choisir notre marque plutôt qu'une autre? Ici, il s'agit de mettre en avant notre approche unique, notre expertise ou encore notre style distinctif. Et surtout, quelle transformation unique apportons-nous à nos clients? Cela peut être un gain de temps, de confiance ou d'amélioration concrète de leur vie ou business. Sans positionnement clair, on reste remplaçable. Et personne n'aime ça. En trois, il faut aussi construire un système, pas un sprint. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée ou un produit sympa. Il faut un système solide et cohérent autour de celui-ci.
Une vision claire, un message aligné, une offre cohérente, une stratégie de contenu adaptée et une stratégie commerciale efficace. C'est cette cohérence qui permet de construire une marque durable et pas seulement une entreprise qui vit au jour le jour. Checkez donc l'épisode de Kick Up Your Brand Tips, le 4e, là où je parle donc de votre message qui est votre boussole stratégique. C'est un peu comme construire une maison si on pose les murs sans fondation. Il faudra pas s'étonner qu'en cas de pluie, elle se transforme en piscine, finalement. Et c'est exactement comme ça que chez Kick Up Your Brand Agency, nous structurons le tout en vous accompagnant, vous, entreprise ou entrepreneur, en clarifiant encore une fois votre identité, en structurant votre positionnement et en construisant une communication cohérente pour lancer ou relancer votre marque avec impact et, j'insiste, confiance. On en parlera plus en détail dans les prochains épisodes. En gros, une marque ne meurt pas parce qu'elle échoue. Elle meurt parce qu'elle se dilue dans le bruit du marché, sans stratégie claire. Prenez un carnet et répondez à ces 3 questions. Si votre marque, elle disparaissait demain, qu'est-ce que le marché perdrait? Et deuxième question, est-ce que votre message est reconnaissable sans votre logo? Ou inversement, est-ce qu'on vous reconnaît simplement, sans bruit, grâce à votre logo? Troisième question, construisez-vous une marque ou juste du chiffre? Notez vos réponses et on y reviendra épisode par épisode. Dans le prochain épisode, on va déconstruire un petit peu cette confusion qu'il y a autour du branding et du logo. Alors, si cet épisode vous a parlé, partagez-le à un entrepreneur ou à un créateur qui construit et qui doute encore aujourd'hui. Ça pourra lui donner des petits tips. Et surtout, abonnez-vous à ce podcast du week-end. Ici, on ne crée pas juste des business, on construit des marques fortes qui mettent vraiment en avant leur identité, encore une fois sans chichi, et qui gardent leurs valeurs. Des marques pleinement alignées et prêtes à se scaler sur le long terme. Alors je vous dis merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode il vous a plu. Et je vous dis donc à très vite dans le prochain épisode. Bye bye!